Comme vous avez pu le voir et le comprendre peut-être sur ma dernière vidéo sur le marathon de Nantes, moi je suis un fan de sport, mais je suis quand même un peu inquiet concernant le changement climatique. Alors je sais déjà, et je m'excuse, mais le sport c'est un sujet sur lequel on n'a souvent pas envie de se prendre la tête et qu'on considère un peu comme un divertissement. Et donc je vais essayer de faire mon mieux pour essayer de porter un peu un message optimiste sans pour autant atténuer la gravité de la situation du changement climatique. Donc pour l'occasion, j'ai même mis une petite chemise, on va essayer d'être un peu sérieux aujourd'hui. On gardera la partie sport pour une autre vidéo. Avant même de rentrer dans les détails, je veux bien rappeler que cette vidéo, elle n'a pas pour objectif de rappeler les causes et conséquences du changement climatique ou d'expliquer comment on en est arrivé là. Il y a beaucoup de vidéastes qui en parlent déjà sur leur chaîne, notamment chez Anatole ou bien Le Réveilleur. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'ils produisent. Et dernier petit disclaimer, le sport c'est un secteur très large où il y a aussi des enjeux sociaux, économiques et politiques très importants. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait beaucoup trop long. Voilà, maintenant que les choses sont dites, rentrons un peu dans le détail. Le sport, c'est un secteur comme les autres et il va être amené à évoluer du fait du changement climatique. Mais en fait, pour bien comprendre, il faut faire la distinction entre différentes échelles. Tout d'abord, il y a l'échelle de vous et moi, finalement, nous les sportifs amateurs. En tant que citoyens, on a tous notre responsabilité concernant le changement climatique et en fait, il concerne principalement 4 secteurs. De manière globale, j'ai un peu l'impression qu'on comprend de plus en plus que le chauffage de nos habitations ou bien de nos stades ou de nos piscines, ça induit des émissions de gaz à effet de serre, notamment du CO2, mais également la consommation de viande, notamment la viande rouge, ou bien prendre l'avion pour aller à un entraînement ou à une compétition, tout ça c'est plus très écolo, et on le sait. À ce propos, on a tous notre part de responsabilité, et en réalité il varie pas mal en fonction du sport qu'on pratique, mais on va y revenir un peu plus tard. Cette responsabilité individuelle, qui touche donc à notre choix et notre volonté personnelle, c'est en réalité la face visible de l'iceberg et c'est celle à laquelle on pense le plus souvent et qui d'ailleurs fait très souvent polémique. Cette responsabilité individuelle, elle est très importante, mais surtout d'un point de vue psychologique en fait. C'est-à-dire que si comme moi vous avez envie de vous défendre écolo et que vous transmettez ce message au quotidien, c'est difficile de ne pas agir et de faire ces efforts et surtout on ne manquera pas de vous le rappeler. Et donc bien comprendre cette responsabilité individuelle mais agir d'une manière différente, c'est parfois très difficile et en fait ça s'appelle une dissonance cognitive. Et donc pourquoi je disais que c'est surtout psychologique et pas tellement important à titre individuel, j'essaye de te l'expliquer avec quelques chiffres. Aujourd'hui un Français moyen émet à peu près 11 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an, alors qu'on devrait descendre aux alentours de 2 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an. Cette valeur cible de 2 tonnes, elle est très importante à titre individuel, elle a été déterminée par des spécialistes de l'évolution du climat, le GIEC, et ces émissions-là, elles vont nous permettre de réduire à moins de 2 degrés l'évolution du climat par rapport aux années pré-industrielles. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, encore une fois, il y a des vidéos plus détaillées de la part de chez Anatole ou Le Réveilleur. Et notre impact individuel sur cette diminution de 11 à 2 tonnes de CO2 par an et par personne, il est estimé entre 20%, ça c'est le scénario le plus réaliste, à 45%, ça c'est le scénario plus optimiste. Ça c'est des estimations qui ont été faites par le groupe Carbone 4. Donc ce qu'il faut voir avec ces valeurs, que ce soit 20 ou 45%, c'est que c'est clairement pas zéro et qu'on a tous notre part de responsabilité et qu'il faut agir. Et ce qu'il faut retenir, et on en parle peut-être un peu moins souvent, c'est que même si on fait de notre mieux, plus de la moitié de notre impact individuel, il ne dépend pas directement de nous. Grossièrement, c'est comme si vous passiez un examen, que vous travaillez énormément avant et que le jour J vous donnez tout, en étant sûr de même pas pouvoir avoir la moyenne. C'est quand même hyper frustrant, non ? Et donc ces 55 à 80%, s'ils ne dépendent pas de nous, ils dépendent de qui alors? En fait, ils dépendent tout simplement d'un système économique et politique dans lequel on est tous. Ce système, il est géré par celles et ceux qui font des choix en notre nom, que ce soit nos politiques, nos entreprises, nos collectivités. Mais le gros risque avec cette info, en fait, c'est que tout le monde se rejette la faute. Et ça, c'est très grave. Et c'est en partie pour ça que ça fait 40 ou 50 ans qu'on est au courant que le changement climatique existe et que des changements très graves vont arriver, mais qu'on fait rien. Ça s'appelle le triangle de l'inaction chez nous les écolos. Donc que retenir de ces informations finalement? Eh bien qu'on s'en fout, que ce soit 25 ou 45%, il faut agir et il faut aussi qu'on se mette tous ensemble pour exprimer une volonté commune. Pour essayer de donner un petit exemple, c'est comme de vouloir faire un sport collectif mais en restant tout seul, ça n'a aucun sens. Donc si on fait chacun notre petite part dans notre coin et qu'on n'essaye pas collectivement de réfléchir et d'agir, on n'ira nulle part. Tout ça c'est bien beau, mais comment faire entendre notre voix dans le cadre du sport? Ça nous amène à la deuxième partie, le sport de haut niveau. Aujourd'hui, quand on parle de sport, on pense très souvent aux sportifs et sportives de haut niveau, celles et ceux qui font le sport d'aujourd'hui. Ils sont l'image de leur sport et ils inspirent, ils nous font rêver, et moi le premier.
Ça laisse cours à de très belles histoires et on a toutes et tous, j'espère, déjà été transportés lors d'un match ou d'une compétition. Et ça, c'est très bien. Comme ces sportifs et sportives sont en fait des modèles pour bon nombre d'entre nous, c'est pas seulement leurs performances sportives qui sont prises pour exemple, mais tout leur mode de vie en réalité. Sauf que leur mode de vie, désolé, mais il n'est pas toujours très durable. Et donc là, on passe dans le monde de l'influence en réalité et non plus vraiment du sport. Et donc un bon aperçu pour ça, c'est de regarder Instagram. Si on regarde le top 10 par exemple des personnalités les plus suivies sur Instagram, on trouve bien évidemment Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Et si on réduit un peu l'échelle et qu'on regarde juste en France, c'est même encore plus puisque 8 des 10 personnalités les plus suivies sur Instagram en France sont des footballeurs. Mais là on parle plus juste d'influence mais vraiment d'un empire en réalité. Je veux pas faire le boomer qui découvre Instagram là, mais prenons l'exemple de Cristiano qui a plus de 560 millions d'abonnés. Il faut quand même qu'on s'arrête 2 secondes sur ce nombre-là. Et donc même s'il y a peut-être beaucoup de fake comptes ou des robots ou je ne sais quoi, mettons qu'il y ait 450 millions de personnes, ça reste énormissime. En gros, si l'Instagram de Cristiano c'était un pays, ce serait quand même le 3e le plus peuplé du monde. Et si, comme moi, vous n'étiez pas abonné à Cristiano, je vous incite vraiment à aller voir ce qu'il propose, parce qu'aujourd'hui, on a presque l'impression de regarder un calendrier publicitaire et non plus vraiment un joueur de foot. Bon, là, c'est vrai qu'on s'éloigne un peu du sport dans son ensemble et ça fait faire le focus un peu sur le football, qui est vraiment un sport à part entière. Mais à une échelle plus faible, on connaît forcément nos idoles dans n'importe quel sport qui ont probablement un bilan carbone désastreux. Et encore une fois, c'est pas 100% de leur faute non plus, comme je l'ai expliqué juste avant. Faut bien se dire que toutes ces personnalités qui se déplacent beaucoup, elles emmènent aussi avec eux des coachs, des équipes de logistique, des préparateurs physiques ou mentaux. Et donc ça, au-delà même de l'impact direct de ces personnalités, il y a aussi tout ce qui va avec eux. Le problème, c'est qu'elles cautionnent aussi un système qui fait la promotion parfois de sponsors avec des activités qui sont plus ou moins durables. Donc il faut se dire que le sport du haut niveau tel qu'il est aujourd'hui, il est tout simplement incompatible avec un monde vivable pour toutes les espèces vivantes en fait. Et donc là aussi, et c'est mon message, on peut agir. Parce que ces personnalités qui font le sport aujourd'hui, elles ne seraient rien en fait sans les personnes qui les suivent, qui les regardent à la télé ou sur les réseaux sociaux, ou même qui achètent leurs maillots ou toutes sortes de produits dérivés. Il faut donc faire comprendre à nos personnalités sportives préférées qu'elles ont toutes leur part de responsabilité. D'ailleurs, il y a des comptes Instagram comme Paye ton influenceur ou À quand demain qui essayent de pointer du doigt ces personnalités influentes qui n'agissent pas forcément dans le bon sens. Et donc là, encore une fois, le rapport de force peut évoluer et la honte peut changer de camp. En réalité, je suis le premier à suivre mes sportifs et sportifs préférés sur les réseaux, à vouloir acheter leurs derniers livres ou à regarder ce que produisent leurs équipementiers. Avant, je faisais un peu partie de cette grande majorité des gens qu'on appelle la communauté silencieuse sur les réseaux. Je me contentais de consommer et de regarder ce qui se faisait sans forcément commenter ou d'envoyer de messages. Mais maintenant, je me dis que je me mets tellement la pression à titre individuel pour être irréprochable sur mes gestes individuels que je peux pas passer à côté de ce détail de simplement dire mes inquiétudes aux gens qui me représentent. Maintenant, après le monde amateur et le monde professionnel dans le sport, il faut aussi qu'on parle de l'industrie du sport et des événements. Alors le sport est une industrie comme une autre en réalité. Il y a des enjeux économiques, sociaux, médiatiques et politiques qui sont énormes. Ça implique des investissements qui sont très importants et donc, in fine, une certaine pollution. Et d'ailleurs, le gouvernement français assume lui-même cette part de responsabilité puisqu'il dit que si à l'échelle du pays, le secteur du sport représente moins de 1% de la consommation énergétique totale, le poids économique et peut-être même plus encore la visibilité médiatique et symbolique du secteur lui confère une responsabilité toute particulière. Il faut rappeler qu'en France, le secteur représente 78 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 112 000 entreprises et 220 000 associations, ce qui regroupe près de 450 000 emplois. Ça concerne donc plus l'aspect économique et politique de la chose, même si on n'a pas le temps de rentrer dans le cœur du sujet. Ce qu'il faut voir aussi derrière, c'est aussi tous les événements qui y sont associés. Et donc, évidemment, on pourrait parler de la Coupe du Monde de football masculin, par exemple, que ce soit en Russie ou en Qatar. Il y a plusieurs millions de tonnes de CO2 qui ont été émises pour la rénovation et la construction des stades et aussi et surtout pour le transport des touristes. Mais en réalité, on ne va pas faire le focus sur que le foot. Il y a aussi tous les championnats qui, en fait, toute l'année font se déplacer des millions de personnes. D'ailleurs, selon l'ADEME, aujourd'hui, en France, plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre qui sont imputées à une manifestation sportive, quelle qu'elle soit, elles sont dues au transport des personnes, que ce soit les organisations ou les supporters. Et pour parler d'événements internationaux, comment ne pas citer les Jeux Olympiques de Paris l'an prochain?
Là, on parle de plus de 3,4 milliards d'euros pour l'infrastructure, avec des retombées économiques qui vont être énormes, où il y a plus de 13 millions de personnes qui sont attendues, qui d'ailleurs pour beaucoup viennent de l'étranger, et donc en avion. D'ores et déjà, beaucoup d'efforts ont été faits pour l'organisation de ces jeux-là, et ça sera forcément une édition qui sera peut-être plus responsable et durable que les précédentes. Et j'ai très envie de voir ce que ça va donner. J'espère vraiment que ces nouvelles installations, elles vont pouvoir être réutilisées, et notamment dans les quartiers défavorisés, c'est ce que défend l'organisation des jeux. Donc sur le papier, ça pourrait aller dans le bon sens, mais ça suffira pas en réalité. Et il faut tout simplement accepter que des événements qui concentrent autant de personnes sur un même endroit pendant une si courte durée, c'est tout simplement pas viable à long terme. Donc je suis désolé, j'avais dit que j'essaierais d'être positif, mais ça nous amène à notre quatrième partie, où tous les sports ne se valent pas. Alors ici, je vais peut-être marcher un peu sur des œufs et je vais très certainement pas me faire que des copains. Alors l'objectif, c'est évidemment pas de faire la liste de quel sport est incompatible avec les accords sur le climat, mais plutôt d'essayer de comprendre comment améliorer nos pratiques et comment les envisager à l'avenir. Et avant tout, il faut bien rappeler que le sport n'est pas la cause même de la pollution. C'est d'ailleurs une des rares activités où en fait on fait appel quasiment exclusivement à nos capacités physiques et cognitives. Le problème n'est donc pas le sport à part entière, mais plutôt ce qu'on en a fait. Vous devinerez très facilement quels sports sont les plus concernés. Et là, et à juste titre, vous allez dire oui, mais faire du golf dans le désert ou bien de la Formule 1 à Dubaï, moi j'en fais pas et c'est un truc de riche. Vous avez raison, c'est bien ça le problème en réalité. Là, ça nous amène sur une question un peu sensible, c'est celle des inégalités. Aujourd'hui, selon le rapport des inégalités mondiales de 2022, environ 48% des émissions mondiales de CO2 sont causées par seulement 10% de la population. Malheureusement, il y a une corrélation quasi parfaite entre le niveau de revenu et les émissions de CO2. Et c'est pas parce que c'est la tendance actuelle qu'on peut pas espérer que ça change à l'avenir. Et donc plus concrètement, sur quel sport il faut miser à l'avenir? Déjà, il faut miser sur des sports qui demandent peu d'infrastructures et que ces infrastructures, elles demandent peu d'entretien et ou peu d'énergie. Ensuite, il faut miser sur des sports qui demandent relativement peu de matériel et que ce matériel soit d'abord de bonne qualité et ensuite, si possible, de seconde main. Et il existe de plus en plus de plateformes qui permettent notamment d'acheter du matériel de seconde main. Moi par exemple, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, je cours que avec des chaussures achetées en seconde main sur Vinted depuis plusieurs années. Donc il y a Vinted par exemple, mais aussi pour tous les sports outdoor, il y a maintenant l'application Everride que je vous recommande fortement. Et troisième point, il faut choisir un sport qui ne donne pas envie de faire le tour du monde pour pratiquer et qui soit simplement adapté au climat de votre région. Et je tiens quand même à le répéter une dernière fois, aucun sport n'est mauvais en soi en réalité. Par exemple, faire du golf en Égypte, c'est quand même pas fou, mais le golf en Écosse, là d'où ça vient, et ben c'est ok en fait. Pour l'instant, on a parlé essentiellement d'impact carbone, c'est un peu ce qu'on connaît le plus, sauf qu'en réalité, les enjeux écologiques, ils vont un peu au-delà. A également défini 8 autres limites planétaires. On va pas rentrer dans le détail de chacune d'entre elles, mais dans le cas du sport en particulier, la consommation de l'espace et la consommation d'eau potable sont des enjeux qui sont très importants également. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il faut arrêter de bétonner absolument partout parce que nos sols ne peuvent plus vraiment absorber l'eau et on a créé des îlots de chaleur dans les villes. Et donc, dans un monde où les canicules se répètent, ça devient vraiment un enjeu très important. Et concernant la consommation de l'espace, il y a des gens comme Philippe Bigwix qui ont déjà bien travaillé sur la question, notamment sur le rapport de surface par rapport au sport pratiqué. Pour la suite de la vidéo, là vous l'aurez peut-être compris, mais je ne vais plus être vraiment objectif et j'ai décidé de parler de la course à pied parce que c'est le sport que j'ai décidé de pratiquer. En réalité, il y a plusieurs types de course à pied, mais on va dire que c'est un peu tout la même chose, que ce soit de la piste, de la route, de la course en sentier ou en montagne. On va tout mettre ça sous le même nom, de la course à pied. J'ai pas besoin de rentrer plus dans le détail, mais vous aurez compris que la course à pied, c'est quand même un sport qui demande peu d'infrastructures à partir du moment où on la pratique en extérieur, qui demande également relativement peu de matériel, même si on pourrait rentrer un peu plus dans le détail, et qui ne demande pas non plus de se déplacer forcément très loin si on pratique ça en amateur. C'est aussi une des raisons pour laquelle ce sport est de plus en plus démocratisé, puisqu'il y a des gens qui se posent ces questions-là et qui ont envie d'agir également dans le cadre du sport. Et c'est aussi un sport qui se développe beaucoup, notamment en nature, parce que les athlètes qui le représentent se sont engagés. On peut évidemment citer Kilian Jornet, Xavier Thévenard ou Thibaut Barognan qui ont décidé de s'engager pour des causes écologiques, soit en s'engageant à ne plus prendre l'avion
ou bien s'associer avec des équipementiers qui ont une vraie démarche écologique ou qui font de la sensibilisation, voire même Kylian Jornet qui a créé sa fondation. Mais en réalité, on peut parler de plein d'autres sports et il n'y a pas que des hommes qui font de la course à pied qui s'engagent, évidemment et heureusement. On peut par exemple citer Maude Fontenoy, qui est une athlète navigatrice qui fait de la voile et qui a décidé de créer sa fondation pour sensibiliser à la pollution plastique dans les océans et à la raréfaction de la ressource en eau. Et il y a également des athlètes paralympiques comme Théo Curin notamment, qui est un nageur qui a amputé des bras et des jambes et qui a décidé de s'associer avec des marques et de monter tout un projet écologique autour de son défi de traverser du lac Titicaca. Donc c'est assez fou de voir toute cette diversité de beaux projets et voilà, il faut essayer de regarder aussi ce qui va bien, toutes les initiatives qui vont dans le bon sens. Évidemment, tout ce monde des initiatives et des athlètes, il ne pourrait pas fonctionner non plus si les marques et les entreprises du secteur du sport ne s'engagent pas non plus. Alors même si cette vidéo n'est pas sponsorisée, il y a quand même quelques marques que j'aimerais citer qui se sont engagées depuis certaines années et qui ont vraiment une démarche écologique forte. On peut d'abord citer peut-être Lagoped ou Patagonia, qui sont des équipementiers pour l'outdoor et qui ont décidé de mettre le projet écologique vraiment au centre de leur production. Après, comment ne pas citer Decathlon, une belle entreprise française qui a décidé depuis plusieurs années de s'engager pour l'écologie en produisant des produits de bonne qualité avec un service client pour que ces produits durent et également des services de prêt plus récemment pour notamment accompagner les enfants. Il y a également beaucoup de petites entreprises, alors il serait impossible de toutes les citer, mais par exemple Circle ou Opal qui ont décidé de produire des tenues qui sont un peu intemporelles, prévues pour durer avec des matériaux recyclés. Et dernièrement, j'ai aussi entendu parler de la marque suisse On qui fait des chaussures qui ne vous appartiennent pas. Vous souscrivez simplement à un abonnement et tous les 6 mois, ils vous les reprennent pour pouvoir recycler entièrement les chaussures. C'est des initiatives, des innovations qui sont intéressantes et qui méritent d'être approfondies. Et malheureusement, cette opportunité un peu industrielle, elle est relativement lucrative et on retrouve en fait beaucoup de menteurs et de menteuses qui surfent un peu sur cette vague écologique et qui ont décidé de faire du greenwashing. Et c'est pour ça que ça te demande d'être très vigilant et c'est vraiment pas toujours facile parce qu'aujourd'hui tout est devenu très écologique. On met des i ou des green ceci, cela un peu partout, donc c'est vraiment une question qui est pas facile à traiter. Enfin, il y a les clubs, les fédérations, les collectivités, les médias et en fait toutes les personnes qui gravitent autour du sport et qui l'organisent et qui lui permettent de vivre aujourd'hui, qui elles aussi s'engagent et font évoluer les pratiques. Là, on peut par exemple citer le plan de sobriété énergétique qui a été publié par le gouvernement récemment. On ne demande qu'à voir comment il va être mis en place, mais sur la théorie, ça donne très envie d'y croire. Il y a aussi des fédérations comme par exemple la Fédération française de randonnée qui a décidé de protéger plus les milieux naturels. Et aussi dernièrement, j'ai lu que la Fédération française de rugby s'était engagée via la signature d'une charte d'engagement écologique. Alors encore une fois, c'est de la diplomatie et c'est un peu de la politique, mais ça commence par ça. À une autre échelle, il y a aussi les clubs. Et dernièrement, j'ai entendu dire que le football club de Barcelone, le Barça, avait accepté d'aller jouer à Madrid en train. Donc c'est des petits pas, mais au niveau des mentalités, c'est quand même très très important. Il y a aussi beaucoup d'événements qui de plus en plus se vantent d'être écologiques. Alors là aussi, des fois, il y a un peu de greenwashing, mais j'ai par exemple entendu parler de l'Eco-Trail de Paris ou du semi du Grand Paris auquel j'ai participé et où il y avait une vraie démarche d'accompagnement du changement via la réduction des quantités de plastique, mais aussi le t-shirt de finisher n'était pas obligatoire, la médaille était en bois avec une petite graine pour la planter. Il y a également le marathon de Nantes auquel j'ai participé où il y avait une compensation carbone qui était proposée, c'est-à-dire qu'en échange d'une certaine somme d'argent qui dépendait du nombre de kilomètres que vous aviez parcouru pour vous rendre sur place, vous pouviez contribuer à planter des arbres ou ce genre de choses. Alors le sujet de la compensation carbone, il est très vaste et en réalité, moi personnellement, j'y crois pas trop. Mais d'un point de vue symbolique, les choses changent. Ensuite, il y a aussi des médias qui ont décidé de s'emparer du sujet. Et il y a même Ecolosport, par exemple, qui est un média spécialisé sur les enjeux du sport et de l'écologie. Et d'ailleurs, je me suis inspiré de certains de leurs articles pour écrire et préparer cette vidéo. Et enfin, il y a même des secteurs auxquels on ne pense pas forcément, mais il y a des assurances comme la Maïf, qui a décidé d'organiser un programme qui s'appelle Sport Planète,
Donc tous ces petits changements sont intéressants et c'est des perspectives qu'il faut mettre en valeur. Mais clairement, je ne veux pas occulter la réalité à travers cette vidéo. Les changements sont beaucoup trop lents et on ne parle que de sport. On ne parle pas d'agriculture, de transport ou de logement. Donc cette analyse, elle est clairement pas suffisante et il faut essayer de réfléchir encore à plus long terme sur très clairement à quoi devra ressembler le sport d'ici 20, 30, 40 et même 100 ans en réalité. Alors moi je suis pas devin, c'est quasi impossible de prédire ce genre de choses-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de repenser les choses dans le sens inverse. Et aujourd'hui, c'est de re-questionner un peu nous, en tant que citoyens, quelle est notre demande en termes de divertissement. Et je veux pas que mon message soit compris comme un obstacle à la performance. Moi, je reste convaincu qu'on peut toutes et tous essayer d'exploiter au maximum le potentiel qu'on a. Mais par contre, notre volonté et notre demande en termes de divertissement, elle doit peut-être un peu changer. Donc un des premiers aspects, ça peut être concernant les compétitions internationales. Donc dans un premier temps, on pourrait envisager un sport qui se médiatise peut-être un peu moins, ou alors des compétitions qui deviennent peut-être plus rares et donc plus intéressantes à suivre. On peut également questionner l'enjeu de se réunir autour du sport. Évidemment, moi je ne suis pas contre la fédération que le sport permet. Par contre, je pense que des fan zones ou des regroupements hors du lieu de l'action du sport, ça pourrait être envisagé à l'avenir. Alors je suis bien d'accord, l'expérience n'aura rien à voir, mais je pense que l'avenir de la planète et de peut-être vos enfants ou des miens a peut-être un peu plus d'importance qu'une ou 2 semaines de Jeux Olympiques. Après, il y a aussi l'enjeu de donner l'exemple, de montrer l'exemple. J'en ai beaucoup parlé et je pense que ça, c'est un levier très important. Aujourd'hui, il faut que la honte change de camp. Dernier point, et je pense que malheureusement, on ne pourra pas l'éviter, ça va être aussi la fin d'un certain nombre de sports. Il faut déjà essayer d'y réfléchir et de l'envisager pour mieux rebondir et non pas se retrouver devant le fait accompli, comme on est un peu en train de le faire, notamment en ce qui concerne les sports en montagne. Dans le cas de ces sports-là, on pourrait envisager qu'ils soient, par exemple, réservés seulement à des personnes qui vivent proches des montagnes. On pourrait également citer le golf, qui consomme des quantités astronomiques d'eau et de surface. Il y a aussi les sports mécaniques, qui est un sujet dont j'ai très peu parlé dans cette vidéo, parce que je le connais peu, mais la tendance actuelle est quand même dans un développement assez fulgurant, notamment en termes de Formule 1. C'est pas bon signe à court terme, évidemment, mais on peut essayer de réfléchir à plus long terme et même si d'un moment passager, il y aura peut-être l'enjeu des batteries et des voitures électriques, à plus long terme, on peut quand même questionner ce mode de fonctionnement-là. Et peut-être que c'est des sports qui vont être amenés à disparaître également. Mais je veux pas que cet état des lieux paraisse très pessimiste. En réalité, moi je pense que c'est encore une question d'opportunité. Et si demain les sports auto ou le golf ou même le ski s'arrêtent, ça va pas juste être plus rien après. On peut envisager plus de développement, notamment du ski de randonnée ou bien de sports qui demandent moins de matériel comme juste la natation en eau libre ou l'escalade, la randonnée. C'est des sports qui ne demandent qu'à être pratiqués et qui nous permettent de mieux relier à la nature également. Et même pour aller plus loin, je pense que c'est une belle opportunité pour découvrir tout plein de sports dont on n'a jamais entendu parler. En préparant cette vidéo, je me suis amusé à regarder quelques sports dont on pratique peu ici en Occident. Et donc je vous invite à regarder quelques vidéos comme le kabaddi ou le sepak takraw. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, c'est hyper impressionnant. Et ça demande relativement peu de matériel et d'infrastructures, donc ça pourrait être intéressant que ce genre de sport-là se développe en Occident. Il y a même aujourd'hui des fédérations internationales de loup touche-touche. Si vous n'avez pas déjà vu ces vidéos-là, c'est quand même hyper impressionnant. Et même le frisbee, qui est d'ailleurs un sport mixte, qui s'appelle l'Ultimate, je trouve ça hyper cool que ça se développe. Et voilà, ça laisse de belles perspectives pour la suite. Et après, il y a aussi tous les sports dont j'ai pas parlé, leur statut fait encore débat, notamment les jeux de stratégie comme les échecs, le jeu de dames, ou alors des sports un peu moins physiques comme la pétanque. Je pense que c'est aussi des sports qu'il va peut-être falloir développer ou dont l'image va devoir changer. Il y a également les sports en ligne, notamment les jeux vidéo, le e-sport, qui est aujourd'hui mal considéré.
Et donc cette question-là est encore un peu touchy et là, le lien avec l'écologie est un peu difficile à faire. Et à travers cette chaîne, je pense que ça pourrait être intéressant de relayer un peu des sports dont on n'a pas forcément entendu parler. Donc si vous avez des sports peu connus et qui mériteraient de l'être plus, eh ben, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Moi, ça me fera plaisir de découvrir ça. C'est bon, on a fini cette vidéo. Merci beaucoup si vous avez tenu jusqu'au bout. J'espère que c'était à peu près digeste. J'ai fait de mon mieux pour organiser et aérer le format. À l'avenir, ce sera peut-être mieux. Voilà. Je vous demande d'être un peu indulgent pour cette première vidéo. Je tiens quand même à rappeler que je suis pas spécialiste, moi je parle en tant qu'amateur. J'espère simplement que les questions que je vais soulever vont pouvoir faire écho chez vous. En tout cas, je n'estime pas avoir une vérité vraie, donc c'est toujours intéressant de double-checker et de regarder un peu les sources que je mettrai en description de la vidéo. N'hésitez pas évidemment à partager, commenter, liker, tout ça, même si je suis pas encore très à l'aise avec le mode de communication de YouTube. J'espère que vous saurez quoi faire de cette vidéo. J'espère que ça pourra intéresser vos proches, quels qu'ils soient, sportifs ou non. J'espère aussi que le projet et l'approche que j'essaye d'avoir vous intéressent. Je ne sais pas quand sera publiée la prochaine vidéo. Je vais essayer de publier 1 ou 2 vidéos par mois avec des formats un peu différents, un format un peu plus sourcé et éducatif, disons, comme celui-ci, et un format plus léger où je vous partage ma pratique sportive. J'espère que le concept vous plaît. J'espère vous retrouver bientôt. Merci encore d'avoir suivi jusqu'au bout et à très vite. Salut!